vous remercie de, malgré le week-end pascal, d'être là. Et puis, on va essayer de faire une promenade sur ce travail qu'on a mené l'année dernière de recherche sur la vigne et le vin dans le Verdon. Alors c'est un travail qui est un peu archéologique, on peut dire, aujourd'hui, dans la mesure où, vous le savez bien, il n'y a plus de paysage viticole dans la vallée du Verdon, que je sache presque jusqu'au bout du Verdon. On ne trouve plus de vignes, hein, c'est-à-dire il faut dépasser de loin Moustier pour trouver les premiers champs de vignes, alors qu'autrefois les champs de vignes montaient exactement jusqu'à Moriès, même l'Ambruisse, puisque on a des représentants de cette région. Voilà, donc on a voulu, à notre habitude, au musée, faire porter un regard sur une particularité agricole importante dans notre histoire, qui est la production du vin, dans la montagne, en pays de montagne. Et pour ça, on a fait appel, comme d'habitude, à toutes les sources écrites, sources officielles, sources historiques. Vous trouvez ça, et vous les avez, pour la plupart d'entre vous, déjà consultées, donc dans le catalogue que vous pourrez emporter après. On est parti du XIVe siècle, avec une comptabilité redoutable du comte de Provence qui, en 1330, fait le total de toutes ces terres cultivées à Castellane. Et donc on a les déclarations des impôts avant la date, en 1330, qui ont permis à Catherine Leroy, par exemple, de démontrer qu'il y avait à peu près 120 hectares de vignes cultivées dans la commune de Castellane au XIVe siècle. Donc c'est pas parce qu'on est en montagne qu'on ne peut pas cultiver la vigne. Ça, aujourd'hui, on a un peu l'idée toute inverse. Il suffit d'aller dans les Hautes-Alpes où justement, à l'inverse des Basses-Alpes, je dis toujours Basses-Alpes, hein, c'est plus simple, la vigne a résisté, puisqu'elle pousse aujourd'hui encore jusqu'à Guillestre, jusqu'à même, et encore il n'y a pas si longtemps, jusqu'en Val-Louise, c'est-à-dire aux portes de Briançon. Donc vous avez encore les coteaux de Baratier et de Crévoux qui sont juste en face d'Embrun, qui produisent un petit vin rosé qu'on appelle le Claret d'Embrun. Le Claret d'Embrun. Vous avez encore à Risoul, au pied de Risoul, à Fazy de Rame et au pied de la cité de Guillestre et de Château-Dauphin, vous avez des vignobles. Et à Guillestre même, dans le fond, vous avez les vignobles des gens du Queyras. Donc c'est extraordinaire d'imaginer, vous allez à Seillac, dans la vallée du Cristillan, à presque 2000 mètres d'altitude, et tous ces gens-là ont une tradition viticole. Évidemment, leurs vignes, elles sont à 10 km en dessous, et à 1000 mètres de dénivelé plus bas. Voilà, donc il faut imaginer que nous aussi, on est héritier de cette tradition de viticole alpine, et c'est ça qu'on a voulu évoquer dans cette expo et dans le catalogue qu'on a fait, sachant pertinemment qu'aujourd'hui, pour pratiquer des recherches orales, nos sources orales ont été, pour le coup, un peu rares, puisqu'à Castellane, j'ai enregistré aujourd'hui, je n'ai enregistré en 2012 qu'un seul témoin qui avait fait du vin, et qui savait en parler correctement, on va dire, avec suffisamment de détails. Il s'agit d'Augustin Colombier, qui est né en 1928. Voilà, donc on peut dire que... Voilà, sinon, on est allé aussi enquêter auprès de Rose Colomb, à Brans, mais elle a, je ne sais pas quel âge elle a, 65 ans par là. C'est son père qui a été le dernier viticulteur de Brans, avec M. Louis Audibert. Donc ils ont été les deux derniers viticulteurs de Brans. Ils sont décédés aujourd'hui. Et à la Palue, le dernier viticulteur, c'était M. Chauvin, Adrien Chauvin,
donc le père d'Émile Chauvin, décédé aujourd'hui. Voilà. Donc les derniers champs de vigne ici ont été abandonnés dans les années 90. Et les enfants n'ont pas repris? Pas du tout. Ouais. Donc mon approche aujourd'hui, je vais essayer de l'adapter au public, mais mon approche aujourd'hui, elle a été faite dans le même sens que le travail que j'avais fait sur les bergers, puisque moi je suis ethnolinguiste et que j'aborde l'ethnologie par le biais de la linguistique, c'est-à-dire par le biais des dénominations dialectales des objets. Et contrairement à ce que les gens imaginent, d'habitude, souvent les gens disent oh oui, mais ici on ne parle pas comme à Saint-André, ou ici on ne dit pas les mêmes mots que là, le patois ça change partout, c'est normal, c'est n'importe quoi, c'est chaotique, etc., etc. En réalité, il n'y a rien de chaotique, et si les mots changent, c'est qu'il y a une raison. Donc ce qui m'intéresse dans cette approche des mots de la vigne, c'est d'essayer de chercher quelle est la raison, si on peut la trouver. Voilà. Concernant ce thème, souvent de rentrer par la langue, ça nous renvoie dans l'histoire, voire plus que dans l'histoire, aux sources même de notre langue et des langues que nous parlons. C'est parce qu'évidemment, les termes techniques, souvent, sont très archaïques et ont gardé des couches anciennes de langue. Voilà. Une des premières, alors évidemment, tous ces mots sont des mots provençaux, c'est-à-dire en provençal. En ce qui concerne Castellane, il s'agit d'un provençal maritime à la limite du provençal alpin. Concernant quelques mots, vous le verrez, on peut avoir deux mots à Castellane, un mot provençal et un mot alpin, puisqu'on est ici sur la zone même de frontière entre un système de parler et un autre système de parler. À Castellane passent plusieurs isoglosses. C'est un gros mot, isoglosse, qui veut dire une ligne fictive, artificielle, qui sépare deux systèmes linguistiques différents. Donc à Castellane, on peut dire Cauca, l'ourazing, et on peut dire aussi Chaucha, l'ourazing, c'est-à-dire fouler le raisin. On a d'un côté le mot provençal, Cauca, de l'autre côté on a le mot alpin, Chaucha, qui vient du latin calcare, qui signifie écraser avec ses pieds. Donc comme on est en zone frontière, on a parfois le choix entre tout ça. Donc dans ce provençal, qui est la seule langue désignant tout ce qui est traditionnel ici, la vigne s'appelle, comme dans toute la Basse-Provence, elle s'appelle exclusivement la succo. Et à partir de la Beaume et de Tolane, la succio, forme alpine. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a exactement l'inverse que dans le système français. En français, on distingue le cep de vigne et la souche d'un arbre. En provençal, c'est juste le contraire. On dira la sucque des vignes et la cepe d'arbre. On a inversé. Le mot de cepe désigne une souche d'arbre et le mot de souche désigne exclusivement la vigne. Ça, c'est caractéristique de toutes les zones où on a cultivé la vigne depuis toujours. Cette vigne, elle est ici plantée en terrasse. C'est indispensable. La vigne ici n'a jamais été cultivée dans le fond des vallées. On l'a toujours cultivée dans ce qu'on appelle ici donc des faïs, des berges ou des sauches dans la partie de Vergons et dans la vallée voisine de la Vaire, où on a aussi dans notre parler des frontières. À l'intérieur même d'un ensemble, on a des frontières de vallées, par exemple, ici, concernant les terrasses de culture. On emploie à Castellane le terme provençal et niçois classique, la faïs, qui vient du latin fascia, qui veut dire la bande, ce qui a donné les faisceaux, puisque les faisceaux, c'était un symbole arrangé
en ligne parallèle. Donc la faïsse, c'est la bande de terre retenue par ce fameux mur que, en français régional, on appelle l'arestanque, mot qui n'existe absolument pas chez nous, ni même dans le Var. L'arestanque, ce n'est qu'un terme de français régional, il n'existe pas en Bretagne, donc on pourrait le traduire par la file, l'enfilade, et vous remarquerez que là aussi on a une opposition, en français file ou enfilade, c'est uniquement des hommes, enfin surtout, alors que ici, dans toute la Provence orientale, donc Var, Alpes du Sud, comté de Nice, la rangée de vignes, c'est la filagne. Mais attention, filagne, ça ne désigne que la rangée de vignes. Si on veut dire une rangée d'arbres, on dira une tière. Si on veut donc c'est vraiment un terme absolument réservé à la vigne. Je rappelle à ce propos que il existe également un mot qui n'existe pas forcément en français, qui est pour désigner l'espace entre deux rangées de vignes. Dans la mesure où il faut penser que dans la société traditionnelle jusqu'au phylloxéra, c'est-à-dire jusqu'en 1890 ici, jusqu'en 1870 dans le Var, la vigne n'est pas cultivée en champ. Alors ça, c'est aujourd'hui bien difficile à imaginer. La vigne est cultivée selon le système des cultures mêlées, des cultures mélangées, jusqu'à la fin du 19e. En Provence, ce qui prédomine, c'est dans le même champ des arbres fruitiers, des vignes et des céréales, et des légumes, dans le même espace. Donc c'est un système qui date de Virgile, des Romains, où vous savez que si vous avez un peu lu les Antiques, vous savez qu'on mariait la vigne à l'ormeau, etc., etc. Donc ce système très archaïque, méditerranéen, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le bassin méditerranéen, faisait qu'on cultivait la vigne, on plantait une rangée d'oliviers, très espacée, on laissait un peu plus loin, on faisait une rangée ou deux de vignes séparées par 3 ou 4 mètres de terre, et puis ainsi de suite. Et cet espace de terre était soigneusement ensemencé, une année de blé, l'année suivante de légumineuses, de fèves, de pois chiches qui enrichissaient le sol. Et de cette façon, les plantes arrivaient à ne pas trop se gêner les unes les autres, et dans le même terrain, on pouvait produire de l'huile, du vin, du pain et des légumes. Ainsi, on pouvait se nourrir, tout simplement. Donc, trace d'une société, d'une agriculture autarcique méditerranéenne millénaire qui subsiste jusqu'au phylloxéra. C'est l'arrivée du phylloxéra qui fait d'un seul coup mourir toutes les vignes. Alors évidemment, les paysans n'en mourront pas, puisqu'il leur manquera que le vin dans cet échiquier. Ils auront leurs vignes, leurs arbres fruitiers, leurs pois chiches et leurs fèves et leurs blés qui continueront d'être produits. Mais lorsqu'il faudra reconstituer la vigne sur plan américain, à ce moment-là, on sera obligé, puisqu'on achètera des plants fort coûteux, on sera obligé à ce moment-là de faire des véritables plantations et de prendre la mode moderne, de faire des champs comme on a l'habitude de voir aujourd'hui. Il faut savoir que ça, c'est pas du tout traditionnel dans la société provençale. Et même ici, à Castellane, où il n'y a plus d'oliviers, même ici, on a le même paysage traditionnel que vous pouviez encore voir il y a 10 ans à la Sylve de Demandol, chez les Bélisaires et chez les 3 pépés qui continuaient à travailler là-haut. Enfin, je dis la Sylve parce que pour moi, c'était le paysage magnifique. Vous aviez des vignes plantées le long des murs, bien à l'abri, et vous aviez des rangées d'arbres fruitiers dans les prés, avec possibilité de labourer un morceau de pré pour y faire des pommes de terre ou du jardinage. Donc ici aussi, on était dans la même typologie de culture associée, de culture mélangée, où la vigne avait son rôle, mais sans avoir d'exclusivité. Voilà. Alors évidemment, dans ce cadre-là, la rangée de vigne peut aussi s'appeler, lorsqu'elle est au bord d'un mur par exemple, la cambade. La cambade, c'est
c'est dérivé de jambe, c'est-à-dire une enjambée de vigne. Un des termes les plus archaïques concernant la vigne, c'est le mot qui désigne la taille de la vigne et tailler la vigne. En provençal, on dit encore pouda, poua dans les Alpes, plus haut. Pouda, c'est le mot latin, putare, qui là aussi signifie exclusivement en occitan tailler la vigne. C'est pas tailler un arbre, c'est pas tailler un rosier, c'est tailler la vigne. Donc pouda, c'est le mot qui est encore employé, même si, et c'est le mot qui donne, par dérivé, tous les objets ayant servi à tailler la vigne à une époque. Même si ensuite on a oublié que ces objets avaient une fonction liée à la vigne. Donc on a aujourd'hui des poudets, des poudettes, des pouilles, tout ça c'est des mots de castellane. À un autre on dit la pouillère, donc tout ça à l'origine ce sont des serpes à un tranchant ou à deux tranchants, plutôt à deux tranchants. Un tranchant comme toutes les serpes normales, et puis souvent une petite hachette du côté opposé qui servait à couper une branche de vigne morte. Donc ces poudets, poudettes, pouilles et la poudadouire dans le Var sont bien sûr les serpes qui servaient jadis à tailler la vigne, avant que le sécateur n'apparaisse, parce que là aussi le sécateur n'apparaît que vers les années 1870-80, pas avant. Le bourgeon de la vigne, comme en français, il a le même nom qu'en français. Donc là, il n'y a pas de spécificité provençale. On dit indifféremment l'œil ou la bourre. L'œil ou la bourre. Peut-être que la bourre, c'est plus quand il commence à bourra, c'est-à-dire à bourgeonner, à sortir comme c'est le cas en ce moment. L'œil, c'est plutôt le bourgeon endormi. Voilà. On taille en général chez nous, dans le Verdon, comme en Basse-Provence, on taille court. On fait une taille courte qui est la taille typique du midi de la France et des zones viticoles provençales en tout cas. C'est la taille à deux yeux. C'est poudre à 12 yeux, on taille à deux yeux. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de tailler la vigne, courte ou longue. Quand on taille en long, c'est ce qu'on fait dans les Alpes-Maritimes, par exemple à Thouet-sur-Var ou à Villars-sur-Var, dans la vallée du Var voisine. On taille en long, c'est-à-dire on laisse un arquet, un arceau, on laisse un sarment complet avec 5 ou 6 yeux que l'on va arquer, attacher avec de l'osier sur des fils de fer. Et ensuite, on va sélectionner quelques-uns des bourgeons qui partiront de cet arceau. C'est pas du tout ce qu'on fait en Provence, puisque pour lutter contre le Mistral, on est obligé bien sûr d'adopter une forme traditionnelle de la vigne qu'on appelle en gobelet, à 4 branches, une vigne basse, et avec donc pour 4 branches un maximum de 8 sarments produisant de 8 à 16 grappes de raisin. Vous voyez, c'est mathématique, mais pourquoi la vigne en gobelet? À cause du Mistral. Hein. La vigne en gobelet peut résister au vent en Provence, alors que bien souvent en France, on la cultive en hauteur, beaucoup plus haut et sur fil de fer. Donc, en gobelet, du coup, ça tient comment? Enfin, en gobelet, c'est ça. Une vigne en gobelet, vous l'avez. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle des bras. Ici, elle a 4 bras. Ouais. Ici, vous avez le bourrelet de greffe. Ici, c'est le porte-greffe américain. Et ici, c'est le plan français. Mais ça, on en parlera après si vous voulez. Et chaque bras comporte au moment de la taille ce qu'on appelle en provençal des apparons et en français et on les taille à 2 yeux. Là, il est taillé à 2 yeux. Voilà. Super court. Très court. Ouais. Très court. Taille, voilà. La branche dans le Var, on appelle ça la banne, c'est-à-dire la corne. Suivant les techniques, on peut laisser, quand les vignes ont tendance à affloura, c'est-à-dire à couler, comme on dit en français, à ne pas être fécondées,
on peut laisser des pisevines ou des tire-vignes, c'est des sarments qu'on n'a pas taillés et qu'on taille après. Donc cet excès de sève est canalisé par des branches que l'on laisse sans tailler et que l'on ne taille pas. Venons-en au sarment justement. Il y en a un derrière vous là-bas. Bon, le sarment, ben voilà, là c'est un. Le sarment, c'est un. En français, c'est donc la branche de l'année, bien sûr. En provençal du Var, on a gardé le mot latin. Il a disparu ici. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Mais je vais vous expliquer le mot qui a remplacé le vrai mot. En latin, on dit vis, vitis, hein, vis, vitis, bon, pour désigner la vigne. Vis, c'est au nominatif, vitis, c'est au génitif. Donc, en provençal, aujourd'hui encore, on dit la vis ou la vite. Sans prononcer, en général, on ne prononce pas la finale, la vie, tout simplement. Ou dans la partie ouest, dans la partie est du Var, ou visé dans la partie ouest. Donc là, on a gardé véritablement le mot latin, vis. Ça désigne la branche de l'année. Mais peut-être parce qu'ici la vigne a moins d'importance, je l'ignore, on désigne le sarment par le nom plus habituel ici, mais on le trouve partout aussi dans le Var, de gaveu. Lou gaveu. Alors vous retrouvez la racine commune au français, la javelle. Une javelle en français, c'était autrefois une poignée de blé coupée avec la faucille lorsqu'on moissonnait à la main. Hein. Donc la javelle, ça veut dire tout simplement la poignée. Si vous allez à Alos, ils vous diront, les Alossards vous diront qu'ils faisaient des javes avec des branches de frêne pour donner aux chèvres l'hiver. Donc là-haut, pour eux, le mot javet désigne un fagot de branches. Ça peut être une poignée de paille. Ici, l'ougaveu, c'est le mot désignant le sarment. Pour quelle raison? Tout simplement parce que jusqu'au XXe siècle, le sarment était quelque chose de précieux. On gardait, quand on taillait la vigne, on gardait les sarments, on faisait des poignées de sarments, et lorsqu'on avait une dizaine de sarments, on en prenait un 11e, on attachait avec le sarment frais. Le sarment frais, c'est tout à fait flexible. On attachait avec un sarment la poignée de 10 sarments, et on avait donc une poignée de sarments qu'on appelait une gaveu. À l'origine, le mot gaveu désigne la poignée de sarments qui était vendue dans les rues. C'était traditionnellement vendu dans les rues pour allumer, pour être brûlé dans les potagers traditionnels, provençaux, et faire bouillir le café du matin. Hein. C'était avant que les réchauds à gaz n'apparaissent ou à pétrole n'apparaissent. Le gaveu servait donc de petits combustibles rapides et efficaces. C'est-à-dire que les sarments, soit on les brûle, à ce moment-là c'est des gaveux, soit on les plante et on en fait des boutures qui vont donner des plants de vigne, et à ce moment-là on les appelle des maillots. Donc à Castellane on a gardé l'appellation de maillot et de gaveu, pas l'appellation originelle de visé ou d'avis. Les travaux de la vigne, eh bien, un travail particulier qui a donné un nom provençal intéressant, c'est le provignage ou marcottage. Je ne vais pas vous différencier les deux techniques parce que ce n'est pas vraiment la même, mais enfin, on va dire le marcottage de la vigne. La vigne, c'est une liane qui prend en bouture très facilement. Elle peut aussi se marcoter, c'est-à-dire qu'il suffit de prendre un sarment, de le plier et de le planter dans la terre en le faisant ressortir pour que l'année suivante, à côté de la vigne, là où on l'a planté, on ait une autre vigne. Donc en provençal, on appelle cette marcotte une cabusse, du provençal cabussa qui signifie planter la tête dans la terre. Enfoncer la tête de cap. Oui, exactement. Planter la tête dans la terre. Hein. Et donc la technique, c'est faire des cabus ou cabussa la vigne. Évidemment, tout ça, on n'a plus pu le faire, plus ou moins qu'avant, quand le phylloxéra est apparu, puisqu'autrefois, voilà, la vigne, on l'a bouturée ou on l'a marcotée. À partir du moment où le phylloxéra a pourri le sol français,
on n'a plus pu multiplier la vigne de cette façon, puisque le plan français ne peut plus être cultivé en France depuis le phylloxéra. Alors si vous ne savez pas ça, c'est intéressant. Le phylloxéra apparaît en même temps que l'oïdium et que le mildiou. Ça a été la catastrophe. Donc, entre les années 1840 à 1870, les 3 maladies apparaissent et ruinent la France entière. Et donc ici, quand même, il faudra attendre 1894 pour qu'on ait un arrêté préfectoral disant que la vallée de l'Ubaye et du Verdon sont phylloxérées. C'est-à-dire qu'il aura fallu presque 30 ans pour que le phylloxéra arrive jusqu'ici. Mais il est quand même venu jusqu'ici. Donc pour reconstituer le vignoble, les agronomes avaient découvert que les plants américains de vignes, qui n'étaient pas Vitis vinifera, mais d'autres variétés de vignes, résistaient à cet animal américain, justement. Et donc, puisque c'est une petite bête, hein, tout simplement, qui dévore les racines de la plante. Et donc, on a vite découvert qu'il suffisait de greffer les plants français sur ces vignes américaines pour reconstituer le vignoble. Simplement, il a fallu pour cela des dizaines d'années de recherche agronomique, et puis il fallait un investissement de fonds pour acheter ces plants américains. Il fallait voir loin. Or, les gens ne pensaient qu'à une chose, se faire leur petite provision de vin, et c'est tout. Seules les zones où la vigne était vraiment rentable se sont lancées à corps perdu dans la replantation américaine, encore qu'il a fallu au moins 30 ans pour ça, quoi. Ils achetaient comment aux États-Unis? C'est-à-dire, non, il y avait des revendeurs. On cultivait en France ces porte-greffes qui étaient des plants sauvages, des lianes. En fait, c'est des lianes. Ça se présente comme une plante rampante qui ne fait absolument pas de bois. C'est une plante rampante qui fait à peu près des sarments de 15 à 20 mètres par an. Et donc, là où ça se cultive encore dans le Vaucluse, où il y a beaucoup de pépiniéristes qui fabriquent des plants de vigne. Ils ont donc ce qu'ils appellent des pieds-mères. Ces pieds-mères, c'est des plants américains sauvages. L'hiver venu, ils coupent ces sarments sauvages en boutures, ils les font enraciner, et l'année d'après, ils les greffent en plan français, et 2 ans après, ils vendent le plan greffé. Mais évidemment, pour le petit paysan montagnard et tout ça, c'était impossible. Alors donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu convaincre cette petite paysannerie autarcique de reconstituer son vignoble avec ce qu'on appelle les hybrides producteurs directs. Les hybrides producteurs directs, c'était un mélange hybride de plants américains et de plants français, hybridés donc, qui donne une vigne résistante à la maladie et qui fait du raisin. Donc tout bénef, pas besoin de greffer. L'avantage, c'est qu'on peut la bouturer directement et qu'en plus on n'a pas besoin de la sulfater parce qu'elle ne craint pas les maladies. Elle est résistante à tout. Et c'est ainsi que le vignoble, que 2 vignobles se reconstitueront. Un vignoble industriel de rapport dans les zones où les gens avaient des capitaux à investir, et un vignoble d'autosubsistance dans les zones où la vigne avait peu d'intérêt, si ce n'est d'avoir sa provision de vin. Et on aura vraiment 2 schémas qui vont aboutir en 1936 à la promulgation d'un arrêté par l'État français qui va interdire les plants hybrides producteurs directs, arguant que ça faisait du mauvais vin, que ça faisait même un vin qui rendait fou, etc. etc. Argument totalement inventé. Simplement, c'était le lobby viticole du Midi qui voulait empêcher les petits producteurs de continuer à faire leur petit vin de bricolage, quoi. Et donc, ils ont eu gain de cause et ces plants ont été interdits. Et jusqu'en 2005, on n'avait pas le droit de cultiver du Jacquet, de l'Othello, du Clinton, du Noah, de l'Herbemont,
et ce fameux framboise qu'on cultive chez nous, qui s'appelle en français l'Isabelle. Voilà, et en fait, d'après ce qu'on a trouvé sur Internet, l'interdiction a été levée, mais les décrets ne sont pas sortis, donc à ce jour, c'est toujours pas valide, quoi. Hein, voilà. Donc, alors heureusement que tout le monde a fait de la résistance, hein, bien sûr. Quand tu interdis quelque chose, forcément, les gens ils vont aller contre, surtout que qui allait vérifier que tu avais du jacquet dans ta rangée de vignes, hein. Donc, bien sûr que les paysans ont courbé le dos comme d'habitude et ils ont continué. Mais évidemment, il y a encore quelques 30 ou 40 ans, au-dessus de Draguignan, là, pas bien loin, à Ampus, à Château-Double, il y avait encore des gens qui amenaient à la coopérative des plants, du couder, du baco, du seibel, tout ça qui étaient des plants directs et qui évidemment faisaient un vin de piètre qualité, quoi, faut le dire. Donc il est normal aujourd'hui que bien sûr les coopératives qui ont sélectionné leurs cépages et tout ça aient oublié ces cépages-là. Par contre, pour nous, historiquement, ces cépages-là, ils ont permis de continuer à faire du vin tout le 19e et tout le 20e siècle dans les zones où la vigne avait peu d'importance comme ici. Voilà. Ils n'existent plus du coup, ces cépages? Si, ils existent encore. Par exemple ici, des treilles de framboises dans les Alpes-Maritimes, tout le monde a sa treille de framboise devant la maison. Donc, c'est un cépage, ça, le framboise. C'est un cépage. Et par exemple, les Ardéchois ont été de farouches résistants, puisque c'est leur culture de résister, depuis toujours ils résistent, les protestants et tout. Donc eux, ils ont mené une bataille. Vous pouvez trouver ça si ça vous intéresse sur Internet, c'est très passionnant. Ils ont mené une grande bataille pour le Clinton et le Noah, deux variétés du même type, qui sont devenues les emblèmes de l'identité cévenole. Et donc, c'est un peu grâce à ça que finalement, on a convenu, 70 ans après, que ma foi, il n'y avait pas péril en la demeure concernant ces cépages-là. Hein, voilà. Mais c'est une belle histoire, en tout cas, de résistance passive des petits producteurs du Midi. Enfin, quand je dis du Midi, on pouvait cultiver ces cépages dans toute la France. Hein. C'était ça l'avantage. C'est bien ça qui posait problème quand on a fait l'interdiction. Autre vocabulaire intéressant concernant l'ébourgeonnage de la vigne. Donc, alors en français, par chez nous, à Draguignan, dans le Var, on dit débourgeonner la vigne. Il a fallu que je fasse cette exposition pour m'apercevoir que ce n'est pas français. En français, on dit ébourgeonner la vigne. Et là, on a, par exemple, si je prends le canton de Draguignan, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots différents dans les villages autour de Draguignan, donc pas loin d'ici. On a 6 mots différents. Le terme le plus évident, c'est débourra, qui se dit à Castellane. Débourra, c'est bien entendu enlever les yeux excédentaires qui ne produisent pas de raisin. Ça va, on peut le comprendre. Un des termes possibles, c'est desagata. Alors la sagate, c'est plutôt le rejeton qui pousse au pied, ce qu'on appelle en français donc un gourmand. Et donc desagata, c'est couper les gourmands. Mais ce terme est intéressant puisqu'il c'est un mot qui vient des juifs provençaux du Moyen-Âge. Sagata, chez les juifs provençaux du Moyen-Âge, c'était tuer l'agneau pascal, donc égorger l'agneau à la façon juive, hein, en le vidant de son sang, enfin en cachère, quoi. Et ce mot a désigné donc par la suite en provençal, le mot est resté en provençal. Sagata, c'est massacrer, donc, et c'est couper à ras des rogers, par exemple. Un autre mot qu'on dit à Castellane, et qu'on dit aussi à Tarado, à Flyosque, à Trans, à Seillan, aux Adrets, etc., c'est sebenka. Alors sebenka, ça veut dire enlever les sebenks. Alors les sebenks, c'est un mot qui désigne aussi bien en provençal le furoncle qui pousse sur la peau, que une excroissance sur la vigne, ou même donc une pousse
malvenu, qui n'est pas au bon endroit. Donc c'est intéressant de voir que le terme se rapporte aussi bien au corps humain qu'à la vigne. La vigne est presque anthropomorphe dans ce cas. Voilà. Autres travaux apportés à la vigne, c'est bien sûr l'essimage ou l'épointage, l'étêtage. On dit ici despuncha la vigne, épointer, c'est-à-dire couper les branches quand elles poussent trop, les sarments lorsqu'ils poussent trop. En ce qui concerne les maladies, les noms provençaux des maladies sont très simples. Il y a la maladie blanche, qu'on appelle la poussoie en provençal, c'est-à-dire la poussiéreuse, qui désigne donc bien sûr l'oïdium, ou la feuille blanchie. Et puis il y a la maladie rouge, ou le rouget, qui désigne évidemment plutôt le mildiou, parce que dans le cas du mildiou, la feuille devient brunâtre, rougeâtre. Voilà, pour désigner les maladies, on n'est pas bien compliqué en dialecte. Le phylloxéra, on disait le phylloxéra, mais enfin, il n'y avait pas de terme, voilà. Traiter la vigne, ça se dit druga, donc c'est intéressant aussi. On drogue les moutons et on drogue la vigne, c'est intéressant. Druga, les drogues, c'est les traitements, l'ensemble des traitements, avec les drogues. Et le traitement par excellence, évidemment, c'est l'ouvitriol. Alors, le vitriol, mot ancien aussi, qui a complètement changé de sens. Quand on parle du vitriol en français, c'est un liquide, d'ailleurs je ne sais pas lequel, chimiquement parlant. En provençal, le vitriol, c'est le bloc de sulfate de cuivre dur que traditionnellement on faisait fondre dans de l'eau en ajoutant de la chaux pour fabriquer ce qu'on appelait la sulfate, parce que nous en Provence c'était la sulfate, et cette sulfate donc était mise sur la vigne, donc c'est ce qu'on appelle bien sûr dans le français classique la bouillie bordelaise tout simplement, mais la bouillie bordelaise c'est plus compliqué que ça encore. Voilà, donc notez que chez les paysans, l'ouvitriol servait pour la vigne et servait pour le blé aussi. Parce qu'on faisait une lessive de cuivre qu'on projetait sur le blé de semence pour éviter le charbon du blé. Voilà. Donc le nom de la grappe, en provençal, évidemment, on dit comme en français, la grappe. Attention, à Castellane, on emploie aussi un mot du comté de Nice, qu'on retrouve dans le comté de Nice, le pendu. Le pendu, c'est évidemment, on comprend, la grappe qui pend. On a aussi en provençal un mot particulier pour désigner le grappillon, qui s'appelle la rapugue, le rapugum, et même le pignon à Castellane, on a plusieurs mots, donc pour désigner la grappe. Et quant au grain de raisin, lui, il a gardé en provençal la trace du terme latin. Donc on a gardé le mot latin pour désigner le grain de raisin. Ici à Castellane, on dit une aze des racines. L'aze, c'est du latin acinus, qui signifie la petite baie ronde. Donc ça a donné par exemple en français ancien la senelle, qui est l'ancien nom du fruit de l'aubépine. Et chez nous, ça a donné le nom de l'aubépine aussi, l'acignée, qui désigne l'arbuste qui fait des petits fruits ronds. Voilà. L'azé. A-S-E. Dans le Var, pour ne pas mélanger l'azé avec l'âne, on dit l'adje, mais que ce soit l'azé ou l'adje, on ne dit pas le grain des racines. Grain, chez nous, c'est le grain, c'est le blé. Un autre terme intéressant du vocabulaire traditionnel provençal, c'est le terme qui désigne un raisin que l'on laisse se flétrir sur une clé, par exemple, pour le manger l'hiver, pour le manger à Noël, comme la clarette ou la panse, qui sont des variétés de raisins blancs que l'on mangeait pour Noël traditionnellement. On peut dire bien sûr qu'il est fronci ou qu'il est passi, bon ça veut dire qu'il est ridé.
ou qui les trie. Mais il y a un mot très intéressant qu'on emploie encore dans le Var, qui est le mot adjubica. Et là, on a, pour le coup, on a un mot arabe. Azébik. L'azébik, on le dit à Nice, azébicat. Nous, on dit adjebika ou adjubika. C'est un mot carrément arabe qui désigne, chez les Arabes, le raisin sec. Donc, probablement ramené des croisades, puisque nous, on a beaucoup de mots arabes dans le provençal qui datent de la fin du Moyen-Âge, ramenés des croisades. Vendanger, ben, ça se dit vendumia, ou endumia, parfois le V saute, un peu comme la voulame qui devient loulam, peu importe, je vais passer là-dessus. Donc vendumia, les vendumi, nous vendumiaire, bon, vendanger. Dans quoi vendangeait-on? Ben, dans des paniers, donc là il n'y a pas de mot particulier. Pour les paniers de vendange, ici on vous a mis des paniers du pays, et puis des paniers varois. Ça c'est des paniers du Var. Alors ces paniers du Var, ils ont un nom particulier, on les appelle les paniers d'Estelle. Les estelles étant les éclisses de châtaignier refendues. Ou alors on les appelle les paniers du Napanao, parce qu'ils avaient la contenance d'une panale c'est-à-dire la panale c'est 16 litres, qui pesait 12 kilos pour le blé, et qui pèse... Donc on disait le panier de Miejapanao ou le panier du Napanao, le panier de la panale étant la mesure d'Ancien Régime. Alors c'est intéressant de voir là aussi, à travers un nom dialectal, la permanence de... on est là en plein 18e siècle quand on dit une panier du Napanao. Pour transporter la vendange, on a deux termes, vous l'avez ici, l'ubanaston. Alors le banaston c'est le terme général, ça peut désigner n'importe quelle grande corbeille à deux anses, qui peut servir pour porter toutes sortes d'objets, de la lavande si l'on veut, mais pourquoi pas du raisin, ou alors le gourbing. Le gourbing, c'est le même mot que dans les Alpes-Maritimes, c'est évidemment le mot qui désigne la corbeille à usage agricole à accrocher sur le bas de l'âne, du mulet, parce que là vous ne risquez pas de faire porter ça à un âne. Hein. Ceux qu'on fixait sur les mulets, ils étaient plus petits, et il faut imaginer qu'on ne pouvait s'en servir qu'avec des sacs. C'est-à-dire qu'ils étaient bourrés de sacs à l'intérieur, et on mettait des sacs par-dessus, parce qu'en attachant tout ça sur la bête, évidemment, il ne fallait pas perdre le raisin, il ne fallait surtout pas que le mou s'écoule et mouille le mulet. Là où les vignes étaient cultivées, de toute façon, on ne pouvait descendre le raisin que sur le dos, à bras ou sur le dos d'une bête. C'était pas possible autrement. Ou alors avec des caisses. Donc on a des correspondances de la guerre de 14 qui parlent des caisses de raisin. Donc ici, on a mis une caisse de raisin typique de la zone de Draguignan. Alors pourquoi à Draguignan on s'est mis à vendre le raisin dans les caisses et à ramasser le raisin dans les caisses au lieu de la cornue, la cornude, qu'on appelle en français correct une comporte, mais ce mot est totalement inconnu chez nous, on dit même cornu en français. Donc ici les cornues, on n'en a pas retrouvé, on n'a pas dit que ça n'existait pas, hein, mais on n'en a pas retrouvé. On a vendangé jusqu'en 1950, 60 dans le Var, avec les cornues. L'avantage de la cornue, c'est qu'on pouvait mettre 70 kg de raisin tassé. C'est pour ça qu'on le tassait avec ce bâton spécial, ce gourdin, qu'on appelait donc une pistaire. On le pistait, pista ça veut dire écrasé très fort. La cornue pouvait permettre de transporter dans un volume assez réduit 75 kg de raisin écrasé. Le problème de la cornue, c'est pour ça qu'elles ont été interdites par les coopératives, c'est que les paysans ils y mettaient de l'eau. Pour amener ça à la copée, ils y balançaient de l'eau dedans pour que ça pèse plus lourd. Et donc, triche, parce qu'à l'époque, on ne mesurait pas l'alcool. À partir du moment où on a
on a payé le raisin à la quantité d'alcool, évidemment. Les paysans ont abandonné les cornus, mais ils n'ont plus mis d'eau. Hein, voilà. Mais, donc il y avait des charrettes spéciales pour transporter les cornus. On appelait la cargue de cornus. Et donc on disait qu'il y avait des charrettes de 6 cargo, de 7 cargo, des 8 cargo. Évidemment, il suffisait de multiplier par 150 kg, c'était la charge. Voilà. Alors, dans le Var, ça disparaît vers Draguignan, dans la zone de Draguignan, juste en dessous, là. Ça disparaît plus tôt, les cornus, remplacés par les caisses, parce que Draguignan a été une zone de vente de raisins à Nice, aux Niçois. Les gens de Nice, de la ville, hein, ont gardé l'habitude, jusque dans les années 60, ils se faisaient le vin chez eux, les Niçois. Et donc ils venaient acheter le raisin dans des caisses jusqu'à Draguignan, Lorgues, Brignoles, et à ce titre, on avait fabriqué des caisses qui permettaient donc d'expédier directement le raisin en caisse. On va finir peut-être sur la fabrication du vin, que je ne voudrais pas vous saouler, c'est le cas de le dire. Avec les quelques mots qui me paraissent importants et qui remontent fort loin. Ici, quand on a toujours fait le vin à la maison, bien sûr, il n'y a jamais eu de coopérative dans ces zones où l'on produisait son vin pour soi, même si, par exemple, le grand-père d'Augustin Colombet, qui faisait 2 ou 3 000 litres de vin, en vendait les 2/3 ou les 3/4, et qui s'était même acheté une vigne et des champs à Braial avec l'argent du vin qu'il vendait. Donc il pouvait quand même y avoir une petite vente de vin local. Imaginons quand même aussi que durant tout, il y avait quand même encore 38 hectares de vignes en 1834 à Castellane, il y avait 38 hectares de vignes. Si vous regardez Taloir, infime village de l'infime, excusez-moi Catherine, il y avait 12 hectares de vignes cadastrées. 12 hectares de vignes cadastrées en 1834 à Taloir. Voilà, ça paraît vertigineux parce que tu te demandes même s'il y a... Oui, c'était... Oui, où on peut caser 12 hectares de quelque chose aujourd'hui. Bon, blague à part, voilà. Donc imaginons ces vendanges-là, descendues difficilement dans ces paniers et ces corbeilles. On va tout de suite à la crotte. La crotte, mot provençal venant directement du grec. Alors vous voyez qu'on passe du latin au grec à l'arabe. On est en Languedoc, on est dans ce substrat très ancien. La crotte, c'est le mot latin crypte, enfin le mot grec crypta, qui existe en français sous la forme crypte, qui désigne la cave d'une église, mais nous, c'est la cave de tout. Vous avez ici le village des Crottes, à Demandol, qui justement est un village viticole, puisque sous les roches de ville de Demandol, bien à l'adré, en face de la Baume, on a toujours cultivé des vignes. Donc il y en a encore, allez vous y promener, vous verrez dans les ruines des Crottes, vous avez des vignes qui poussent à l'assaut des maisons en ruine. Donc, ensuite, bien sûr, on mettait le raisin pour mettre le raisin dans la cuve, il fallait le fouler. Donc ici, je vous ai dit tout à l'heure, on a le mot provençal, kauka ou choucha, qui signifie bel et bien fouler au pied. Ce qui est intéressant, c'est qu'en occitan, le mot désigne tout aussi bien fouler le blé que fouler le raisin. On a le même mot pour fouler le blé sur l'air, comme on a vu tout à l'heure, fouler le blé avec les bêtes, ça se dit de la même façon, c'est intéressant. Augustin Colombet m'a décrit le chouchaire ou koukaire, qui était un dispositif en bois, muni de rebord, une espèce de caisse en bois munie de rebord, dans lequel qu'on mettait par terre
dans lequel on écrasait le raisin, près du trou qui permettait de faire tomber le raisin écrasé dans la cuve maçonnée et carrelée qui était à l'étage au-dessous. Le pressoir a gardé un terme ancien, on dit en provençal le destrech, c'est-à-dire l'objet qui étreint. On retrouve la forme de étreindre dans l'étymologie de destrech. Savoir aussi que ce terme de destrech désigne également le travail pour ferrer les bœufs, puisqu'on parlait des bœufs tout à l'heure, qui est une espèce de cadre en bois avec dans lequel on enfermait les bœufs et avec un système de poulies et de cordes, on leur soulevait la patte pour pouvoir le ferrer. À l'époque où l'on avait des bœufs de labour ici, on avait aussi des destrech, donc c'est le même mot que le mot pressoir. Dans les comtés de Nice, on a le torch, qui vient du latin direct, torculus, et qui est l'équivalent qu'on trouve en italien aussi dans le mot torchio. Et puis on a bien sûr le mot français, la presse. Donc vous voyez que là souvent dans ce vocabulaire technique on peut avoir des gallicismes qui remplacent le terme ancien. La butte, ça là aussi c'est le vieux mot latin. C'est le mot général pour tonneau. On a aussi le mot veisseu, le vaisseau. Alors en français aujourd'hui le mot vaisseau désigne exclusivement un navire, mais jusqu'au Moyen-Âge un vaisseau c'est aussi c'est ça qui a donné la vaisselle, hein, de toute façon. Ça désigne aussi un objet en bois cerclé. Donc voilà. Alors bien sûr après on a pris à la viticulture française classique, on a aussi pris les termes de muide, de barrique, de bordelaise, avec les quantités, les contenances qui vont avec. Je vous passe tous ces détails, mais voilà. De toute façon, là, concernant le vin et concernant cet aspect professionnel du vin, il y a quand même une unification française qui se fait au XIXe siècle. Hein. Par exemple, lorsqu'on est allé filmer Monsieur Michelis, qui est là dans sa cave, on s'est aperçu que les barriques qu'il utilisait, son grand-père les avait achetées sur le port de Nice et qu'elles venaient d'Amérique. Avec du rhum. Avec le rhum. En fait, lorsque les bateaux traversaient l'océan puis la Méditerranée pour acheminer le rhum jusqu'en Italie, au passage au port de Nice, les viticulteurs niçois récupéraient les barriques de rhum. Le vin est tiré, on le met en barrique, donc en tonneau, et dans la petite viticulture familiale, on ne le bouche pas. On ne le bouche pas parce que lorsque le vin est tiré, il n'est pas fini. Donc partout, les témoignages concordent, d'où le fameux proverbe « Vers Saint-Martin, tape la boute et taste le vin. » Pour Saint-Martin, bouche le tonneau et goûte ton vin, parce que mettons ici on vendangeait vers la mi-octobre, donc mi-octobre, si on compte 15 jours de fermentation, on va dire début novembre, on était à peu près en capacité de mettre en tonneau, et donc la Saint-Martin c'est 11 novembre, hein. Et donc on laissait encore 10-15 jours les tonneaux ouverts, largement ouverts, pour que les échanges gazeux se terminent, et l'on ne bouchait le tonneau que vers la Saint-Martin, qui est traditionnellement dans toute la France le moment où le vin est fait. Voilà. Concernant là je vois un mot, concernant le vin, à Castellane, je n'ai véritablement trouvé qu'un seul mot alpin qui parle du vin. Alors ça c'est intéressant, parce que là aussi, je vous ai parlé tout à l'heure des Hautes-Alpes, donc le vocabulaire occitan de la vigne et du vin, il concerne aussi la zone alpine. Et donc, dans le Var, pour parler de la fleur du vin, c'est-à-dire cette moisissure blanchâtre qui se forme à la surface du vin lorsqu'il y a pas forcément un aigrissement, mais un problème quelconque,
on parle de la flourette ou de la flour, mais à Castellane on appelle le mot la chuane d'Ovine. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le même mot qu'on trouve dans les vallées vaudoises du Piémont, où on dit la tchana. C'est exactement le même mot qu'on trouve à Limoges. Donc on a donc un terme là qui part du Piémont et qui va jusqu'en Limousin, jusqu'en Charente même, jusqu'en Charente-Limousine, et qui désigne la fleur du vin. Ça me permet de vous donner un exemple de l'unité occitane du Nord, puisque c'est un terme qui est partagé par donc, le dialecte limousin, le dialecte auvergnat, le dialecte alpin, et qui est à cheval sur la France et l'Italie. Ce mot vient du latin incana, qui veut dire blanchâtre, et qu'on trouve dans Sauvechane, par exemple, le petit hameau de Combs, ou l'abbaye de Sylvacane, qui veut dire la forêt blanche, la forêt blanchâtre, la forêt vieille. Hein, voilà. Chenu, c'est le mot qui a donné en français chenu, qui à l'origine désigne un vieillard aux cheveux blancs, tout simplement. Comme quoi le vin peut nous amener à tout. On achève par les résidus de cette cuve, c'est bien sûr la raque, le marc, qui peut être également distillée. Si elle ne sert pas à faire de la piquette, alors on peut la distiller. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a fait la piquette, c'est pas la peine de distiller. Donc en provençal, l'eau de vie, ça s'appelle l'aigardin, exactement comme en espagnol, l'aguardiente. L'aigardin, c'est-à-dire l'eau brûlante. Et vous noterez que, conformément à l'habitude médiévale, au Moyen-Âge, le féminin, l'adjectif n'était pas accordé au féminin forcément. Ce qui fait qu'on a encore des grandes carrières, des grands rues, des grands-mères, hein, qui sont de ces archaïsmes où l'on n'accordait pas l'adjectif et le nom en genre. Et là aussi, on n'a pas l'aigardento, mais on a l'aigardin, l'eau ardente, sans accord. Et quelques noms de cépages avant de finir sur 2 ou 3 proverbes. Quelques noms de cépages. À Castellane, j'ai essayé de retrouver les cépages qui pouvaient être spécifiques du coin. Ça a été difficile parce que les derniers témoins ne m'ont cité que des cépages provençaux tout à fait communs autrefois. Je dis pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous savez que les appellations d'origine contrôlée, les côtes de Provence, etc., ont sélectionné quelques variétés, finalement assez peu, et on en a amené des nouvelles, comme le Syrah ou la Syrah, qui n'existait absolument pas autrefois, et ont interdit une kyrielle de variétés qui pourtant étaient depuis toujours les variétés traditionnelles de la Provence, comme l'aramon, le cinsault, etc. Aujourd'hui, ces plants-là ne comptent presque plus. Il y a encore un tout petit peu, je crois. Un petit peu, mais pas autant qu'on pouvait trouver. Et voilà, il faut bien penser que l'idée ancienne, c'était qu'on mélangeait le plus possible de cépages pour faire un même vin. C'était pas compliqué. On plantait tout mélangé et on ramassait tout. Le problème, c'est que les maturités n'étaient pas forcément les mêmes et que donc c'était quelque part aussi, même si ça donnait un équilibre de vin un peu hasardeux, c'était pas forcément non plus la meilleure solution. Donc je vous l'ai dit, les plants anciens, ce qu'on appelle les plants français, ont souvent été balayés après le phylloxéra par des plants hybrides producteurs directs. Alors quelques noms de plants qui étaient cultivés, alors je dis plants, mais en français on dit cépage, hein. En provençal on dit plants, qui étaient cultivés dans le Var, donc pas classés, hein, je vous dirais l'aramon, donc, qui était ce qu'on appelait un pisovin,
Alors les pisevins, c'était parce que là aussi, il y avait, quand on plantait des champs de vignes au 19e, on essayait de mettre des teinturiers et des pisevins. Alors les pisevins, c'était des vignes qui produisaient beaucoup de raisins. Les teinturiers, c'était ceux qui donnaient la couleur. Et puis, il y avait encore des variétés qui donnaient l'alcool. On arrivait comme ça, en mélangeant. Bon, on arrive toujours, c'est comme ça qu'on fabrique des vins de qualité. Hein. Y a pas... Donc l'Aramon, on l'appelait par exemple la Grimaud, le cargomiu, c'est-à-dire celui qui charge les mulets, pour montrer qu'il produisait beaucoup. Le Mourvèdre, donc le Mourvezon, donc dont l'origine est bien sûr, comme son nom l'indique, espagnole. Le Carignan, l'Alicante, là aussi, donc le nom le dit. Le pécouitoire, le pécouille c'est le petit bout. Le pédoncule, la queue, là où la grappe est attachée, donc la queue tordue. Pour les blancs, évidemment, l'uni-blanc, la clarette, la panse, qui est considérée plutôt comme un raisin de table, c'est un raisin de table. La roussanne, le tibourin, alors là aussi, la polémique sur l'origine de ce nom sévit encore. Certains disent l'antiboulin, c'est-à-dire le plan originaire d'Antibes, mais à vrai dire, c'est pas si sûr que ça. Le mourastéo, par exemple, à Carcel, qui lui est un plant qui était cultivé en Algérie au 19e. Le ginus d'agas, le genou de pie, joli quand même, genou de pie. Il y a le couillundeka, le testicule de chat aussi. Le portugais bleu, le gros blanc, le verdau, le gros vert, le gros blanc, et puis alors toute la qualité des muscats, le pascao. Alors le pascao, il y avait le pascao blanc, le pascao bouché, le pascao muscat, donc toute une série de plants qui ont complètement disparu. Toute la famille des muscats, bien sûr. Donc on trouve des centaines de variétés cultivées dans le midi de la France avant le phylloxéra, qui bien sûr ont été plus ou moins abandonnés au fil du temps à cause de leur sensibilité aux maladies, de leur faible productivité. Il faut imaginer que dans le système ancestral des cultures mélangées, on disait une vigne à 100 ans est encore un enfant. Une vigne à 100 ans est encore un enfant. C'est-à-dire qu'on plantait la vigne pour 3-4 générations. Vous imaginez, le système, on n'était pas dans un système de productivité, on était dans un système de cépages très locaux, de choses comme ça, qui au fil du 19e vont s'effilocher et disparaître complètement. Sous le riz, l'ivresse, qui vient lorsqu'on boit trop. Alors en Provence, on ne manque pas de mots, n'est-ce pas, pour dire ça. Donc on dit en général, on utilise en général le plus souvent le terme d'empega. Alors empega, étymologiquement, ça veut dire empoissé, parce que on a comparé les lourdeurs qui te montent à l'esprit quand tu as trop bu, à la colle utilisée par les cordonniers qui s'appelait la poix. Et donc, cette image qui est typiquement occitane, hein, empega, c'est agueleiman, empegade, c'est avoir les mains poisseuses, collantes, et quelque part, quand on est empega, on est collant de partout, y compris dans le cervelle. Tu pegues. Pega, c'est coller, poisser. Hein. Par contre, justement, à l'inverse, sadou, en provençal, ça ne veut pas dire sous. Sadou, ça vient du latin saturare, ça veut dire qu'il y a trop mangé. Saturé. Hein. Donc, je finis par, j'ai commencé par cette opposition souche-cep, ben, on pourrait finir par l'opposition sous, qui en français désigne ivre, alors qu'en provençal, sadou, sadoula, c'est manger à satiété. Voilà. Hein.
a mangé sa faim. La bête c'est Sadoulade, elle a mangé tout son sou, puisque quand même on dit manger tout son sou, et on a gardé, nous en provençal, ce sens-là. On a aussi Estre mai proche des 20 que des 40, mauvais jeu de mots, être plus proche de 20 que de 40. Aganta une cuetch, aganta la scénique, estre bled, estre ganard, aganta la cyclope, estre farina, estre placarda. Et puis on a pris aussi, je vous en passe, on a pris aussi, c'est intéressant, parmi les apports linguistiques que j'ai essayé de vous présenter au hasard, on a pris aussi un mot piémontais. Ah, les Piémontais nous ont apporté beaucoup par la diglossie, ça s'appelle la diglossie, ça, c'est-à-dire quand les Piémontais sont arrivés, ils ont été déconsidérés, non pas parce qu'ils étaient italiens, non, mais parce qu'ils cassaient les prix, ils travaillaient pour moins cher, et puis parce qu'ils buvaient. C'est-à-dire, ils ne buvaient que de l'eau pendant la semaine, et puis le samedi, sen chukavo. Alors là, venien chuk. Erunde chukatu. Et là, on a les trois mots. Ces trois mots-là, qu'on emploie aujourd'hui ici, hein, et en provençal, sont des mots piémontais qui existent dans toute l'Italie du Nord, jusque dans le Milanais, pour dire sous. Et c'est un des reproches qu'on faisait aux Piémontais lorsqu'ils arrivaient, de ne pas avoir la tempérance des Provençaux. Voilà, le Provençal a toujours bu du vin, modérément, serma ou pas, serma ça veut dire coupé d'eau. Bon, en général, quand même, ceux qui faisaient du vin, ils le buvaient pur. Hein. Surtout qu'ici, ils pouvaient le boire pur, ça ne montait pas à la tête si vite, hein. Ils faisaient quand même pas... Voilà, vous savez, il y a le fameux proverbe, pour boire le vin de Roine, il fallait être trois, hein. Il fallait être trois. Donc, deux qui tenaient le buveur, et un qui mettait l'entonnoir, et qui versait le vin, tellement il était mauvais. Bon. Ça, c'est les critiques habituelles des gens d'en bas pour se moquer du vin des montagnards, qui forcément était un petit vin, voilà, qui s'aigrissait vite. Il y avait un proverbe qui disait « Cur le ginest florissum, lu vin se musisse et lu vin se aigrisse. » Lorsque les genêts fleurissent, le pain moisit et le vin aigrit. Voilà. Donc effectivement, on était incapable, il y a 100 ans, de faire tenir du vin d'une année sur l'autre. Mais de toute façon, partout, on était, les Romains aussi, vous savez qu'ils étaient incapables, c'est pour ça qu'ils mettaient de la résine, tant et plus, dans leur vin et toutes sortes de plantes, parce que, évidemment, les sulfites n'arrivèrent que plus tard. Voilà, écoutez, je ne vais pas vous fatiguer plus longtemps. J'ai un peu adapté mon propos parce qu'il était un peu trop pointu, je pense, par rapport au public que j'avais là. Mais combien elle vit une vigne? Une vigne, normalement, si on exclut le phylloxéra, ça peut vivre des siècles. Ça peut vivre des siècles. Et oui, parce que chez Madame Régnier, il y en a une, elle est morte en 85. Elle avait 100 ans, et c'était sa mère qui l'avait plantée, et toutes les années, je vais me chercher le raisin. Bien sûr, ça peut vivre des siècles, une vigne, puisque le proverbe ancestral le disait. Punaise, il appelle le raisin de punaise. C'est le framboise. Ouais. C'est le raisin punaise, c'est le raisin framboise. Alors ce framboise a la particularité d'avoir un goût foxé, comme les agronomes je me régale, moi. Les énologues disent foxé, c'est-à-dire de renard, un goût de renard. Nous, on dirait en français un goût de pipi de chat, ou de punaise écrasée, ce qui n'est pas très positif, mais j'adore ce goût. Moi aussi. Les gens d'ici adorent en général le raisin, les Alpes-Maritimes, ils adorent. Et il se garde, hein. À Noël, j'en mange encore. Alors il a tout contre lui. Il a une peau très épaisse, une chair gluante, de gros pépins, un goût de punaise écrasée, mais je vous assure que chez moi, à Argenton, à 1300 mètres d'altitude, il mûrit. Il mûrit. Donc, et c'est également un raisin qui donne du raisin à la Réunion, dans le cirque de Mafate.
on produit de Mafat ou un autre cirque. Excusez-moi, mais il y a plusieurs cirques là-bas, je ne suis jamais allé. Dans les fameux cirques montagneux de la Réunion, en climat subtropical, un peu altitudinal, c'est le seul raisin qui arrive à produire. Et on fait même un vin à la Réunion qui est un vin fait avec ce raisin framboise. Ce qui a permis de promulguer cet arrêté qui dit qu'après tout, ces hybrides producteurs directs ne sont pas si dénués d'intérêt que ça. La preuve en est, puisqu'ils ont une capacité d'être cultivés depuis les zones subtropicales jusqu'aux zones alpines. Donc c'est quand même un plan assez extraordinaire, qu'on le veuille ou non. Même si, bien sûr, on ne pourra jamais faire un vin excellent avec ça. Mais il y en avait un de Sosse qui venait le chercher toutes les années pour faire du vin. Ah oui, moi j'ai des amis qui font du vin de framboise, exclusivement avec ce raisin Isabelle. Ça a un bouquet tout à fait particulier, c'est très fruité. Bon, évidemment, ça surprend, quoi. C'est pas du tout un vin qui ressemble à... De toute façon, les vins que l'on fabriquait comme ça à la maison, c'était des vins qui étaient très fruités, assez légers, pas désagréables du tout à boire, mais qui ne pouvaient en aucune façon se comparer aux vins de maintenant, aux vins actuels, qui sont évidemment sulfités, qui ont tous 12 degrés, voire 13 maintenant, hélas, enfin à mon regret, je trouve que les vins sont trop alcoolisés, et ça c'est moi qui parle, je vais encore me faire allumer. Mais évidemment qu'autrefois, on avait... Il ne faut pas croire, les paysans ici, ils avaient tous des pèse-alcool, des alcoomètres, on les a tous. Bon, ils essayaient de faire le mieux qu'ils pouvaient, ils achetaient, dans toutes les maisons paysannes, il y avait des manuels de viticulture, ou surtout de vinification, parce que le plus difficile, c'est quand même encore de faire le vin. Ils essayaient de faire au mieux. Bon, mais après, bien sûr, les techniques étaient quand même assez peu développées quand on voit, si on ne peut pas comparer tout ça à la Bourgogne ou au Bordelais. Il y a des gens qui voudraient essayer de replanter de la vigne à Villard-Brandis, qui est vraiment le terroir viticole de Castellane, qui produisait un excellent vin autrefois. On a des archives qui témoignent que vraiment il y avait le seul endroit où il y avait la monoculture de la vigne, c'est le hameau de Villard-Brandis, qui est aujourd'hui dans la commune de Castellane. Et donc une famille voudrait replanter de la vigne pour essayer pourquoi pas, d'expérimenter à nouveau un vin de Castellane. Mais c'est une expérience qui existe dans les Hautes-Alpes aujourd'hui, où une association s'est créée sous l'impulsion des viticulteurs de la vallée de la Durance, dans les communes d'Espinasse, Rémolon et Théus, au-dessus de Tallard. Vous avez des viticulteurs de tradition qui ont hérité de petits vignobles traditionnels où on faisait du vin léger, quoi, et ils ont monté leur production à l'échelle d'un excellent vin qui est vendu aujourd'hui un bon prix. Et donc il y a une association de producteurs dans les Hautes-Alpes qui milite pour la refabrication de bons vins sur les coteaux de la Durance, des coteaux de galets de Durance, de galets roulés, où les terres sont très propices à la viticulture. Bon, ici on est loin de tout ça, mais l'altitude permet largement de planter des plants adaptés, et les sols argilo-calcaires caillouteux des pentes du Verdon le permettent aussi, quoi. Donc pourquoi pas rêver qu'on puisse regoûter du vin d'ici, voilà, un de ces jours. Revenez dans quelques années.